Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors merci énormément pour votre soutien lors de ma première vidéo. Ça m'a vraiment énormément servi, tous vos conseils. J'ai essayé d'en appliquer un maximum et je vais essayer d'affiner mon contenu avec le temps. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite analyse des 2 volumes de Kill Bill, qui pour moi ne font qu'un seul grand film. Attends. Tu leur as dit que tu allais faire des analyses de films du XXe siècle. D'ailleurs, ta première vidéo parlait de Cinéma Paradiso, qui est un film de 1988. Ils vont pas comprendre le rapport. Et bien justement, faites-moi confiance, vous allez voir que Kill Bill a un grand rapport avec les films du XXe siècle. C'est parti, ça tourne. I hit the ground, bang bang, that awful sound, bang bang, my baby shot me down. Donc Kill Bill de Quentin Tarantino est un film qui reprend énormément de codes des œuvres du XXe siècle. Le personnage principal, dont d'ailleurs Tarantino tait le nom jusque dans le volume 2, je n'ai pas vraiment d'explication pour ça. S'il y a des personnes qui ont des explications, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Donc ce personnage principal, dont on ne connaît pas le nom jusque dans le volume 2, il est interprété par Uma Thurman. Et le rôle de ce personnage c'est une tueuse à gages en fait. Et cette tueuse à gages fait partie du clan des Vipères Assassines. C'est le nom de leur clan, leur petit clan international de tueurs à gages, les Vipères Assassines. Et son nom de code est le Black Mamba. Black Mamba comme le serpent. Et non comme Kobe Bryant, paix à son âme. Donc le clan des Vipères Assassines est un clan donc, de tueurs à gages international, dont les membres sont composés de Black Mamba, interprété par Uma Thurman, L-Driver, dont le nom de code est California Mountain Snake, Oren Ishii, dont le nom de code est Cottonmouth, Bud, dont le nom de code est Sidewater, et en dernier Vernita Green, dont le nom de code est Copperhead. Donc vous l'aurez compris, les noms de code des membres du clan des Vipères Assassines sont des noms de serpents. Et le film débute fort. Alors il débute avec l'exécution de Black Mamba de la main de Bill. Bill qui est en fait le chef de leur clan. Il exécute Black Mamba en lui tirant une balle dans la tête. Et donc ça commence plutôt... ça commence bien quoi. Alors Black Mamba survit et elle est plongée dans un profond coma. À son réveil, elle décide de se venger de tous ses anciens collègues. Donc ça paraît normal, hein. Bill lui a mis une balle dans la tête et là forcément la vengeance. Alors le personnage de Bill n'apparaît pas dans le premier volume. On voit juste des scènes en fait où il intervient, mais on ne voit jamais son visage. Mais on devine d'après le casting que le personnage est interprété par David Carradine. Alors David Carradine, pourquoi il est connu? David Carradine, il est connu pour avoir joué le rôle principal dans la série Kung Fu de 1972. Et justement, Tarantino reprend énormément de codes de cette série dans ce film. C'est pour ça en fait que je voulais en parler, parce que Kung Fu date de 1972. Et il reprend énormément de codes de ce film, de la culture asiatique en général, et des arts martiaux. Avec une petite touche de western spaghetti, vous verrez avec la tension qu'il y a en fait entre les personnages, les gros plans sur leur visage, et vraiment la tension en fait avant les scènes de combat. Alors les références à la culture japonaise. La première que j'ai notée, c'est la scène où on voit en fait l'enfance de Oren Ishii. La scène dure en fait entre 5 et 10 minutes environ, je ne me rappelle plus exactement. Et toute la scène, donc c'est au milieu du film, hein, c'est coupé vraiment au milieu du film, et toute la scène, elle est sous forme de manga, donc dessiné. C'est super beau à voir. Et voilà, donc c'est la première chose. Et pendant tout le film, en fait, vous avez une ambiance manga comme celle-là. Surtout la scène, en fait, vous avez une scène où elle se bat contre un groupe de yakuza. Donc les yakuza, c'est pas des terroristes, mais comment on appelle ça, des gangsters, si vous voulez, japonais, qui ont une histoire. Il y a une histoire. Je connais pas exactement l'histoire des yakuza, mais je sais que s'il y en a qui ont la référence et l'histoire des yakuza, mettez en commentaire. Donc les yakuza, si vous voulez, c'est la mafia japonaise. À un moment, Black Mamba, donc Uma Thurman, se bat contre un groupe de yakuza qui s'appelle les 88 fous. Et vous avez énormément d'effusions de sang, ça vole partout, ça pchite, c'est dégueulasse. Et enfin, c'est dégueulasse, mais c'est bien fait. Et
Ouais, c'est bien fait. Et donc ça fait vraiment penser à tout ce qui est dans les mangas, où il y a énormément de mangas qui sont dessinés avec beaucoup de sens exagérés. Je vous mets pas la scène maintenant car il y a énormément de violence. Et d'ailleurs, si vous avez moins de 16 ans, je vous conseille pas de regarder ce film. Ok? Une autre référence que j'ai notée, c'est la tenue de Black Mamba pendant la plupart des scènes du film, qui n'est autre que la même tenue exacte de Bruce Lee dans son combat contre Abdul Jabbar dans Game of Death. Alors un personnage clé du film est Hattori Hanzo, qui est un forgeur de sabres samouraï. Vous allez voir ça tout de suite. Et d'ailleurs, tout le long du film, donc c'est vraiment, ça donne énormément d'intensité dans le film, j'adore, ça donne vraiment le côté asiatique. C'est qu'on entend ce personnage, c'est récurrent, où vous avez des scènes en fait en voix off, où il dit des citations sur la vengeance ou sur le combat en japonais. Donc vous avez les sous-titres, c'est génial, j'adore. Alors une autre chose que j'ai remarqué, donc toujours dans l'ambiance culture japonaise, culture asiatique, c'est une mise en abîme du film Shogun Assassin, qui est un film de genre japonais qu'on appelle Jidaigeki, qui n'est autre en fait que la période historique des samouraïs au Japon. Alors on voit aussi deux scènes dans le volume 2 où Bill joue du yokubue. Le yokubue, qu'est-ce que c'est? C'est une flûte traversière japonaise, et donc c'est un hommage en fait à Bruce Lee. Donc pourquoi un hommage à Bruce Lee? Parce qu'en fait il n'a pas réalisé en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Il a écrit en fait le scénario de The Silent Flute, donc qui est un film, et il est décédé juste avant, miskin. Donc c'est un hommage qu'il lui rend, paix à son âme. Et donc dans ce film, on retrouve la présence du yokubue, qui est en fait joué par David Carradine. Donc on retrouve aussi dans ce film, qui est joué par David Carradine. Et David Carradine a le rôle un peu spirituel d'une personne en fait qui est aveugle. Voilà pour le yokubue. Et donc une autre référence à Bruce Lee, c'est, vous savez, quand il fait ses figures d'arts martiaux et que c'est un peu en ombre, vous avez en fait la même référence, donc ça fait penser un peu à des ombres chinoises. Vous avez la même référence avec Black Mamba lors de son entraînement, qui effectue des figures d'arts martiaux, comme vous pouvez voir ici. Donc voilà, donc il y a une grosse influence de la culture japonaise dans le film, et même en général de la culture asiatique, comme vous avez pu voir, un peu culture chinoise. Mais vous allez voir aussi qu'il y a aussi une grosse influence et un hommage en fait au film Kung Fu, dont David Carradine est l'acteur principal. Donc premièrement, le fait de la présence de David Carradine y joue pour beaucoup. Ensuite, comme dans tout bon film d'arts martiaux, vous avez la présence d'un maître un peu excentrique. Et donc ce maître un peu excentrique dans Kill Bill s'appelle Pei Mei, comme vous pouvez voir ici. Et Pei Mei, il est fortement influencé par le maître de David Carradine dans la série Kung Fu. Alors une autre chose que j'ai remarqué, c'est les plans. Donc ça, vraiment, vous allez me dire peut-être que t'as forcé, frère, t'as poussé peut-être un peu loin. Mais moi, je vois toujours des trucs comme ça. Dans le générique en fait de la série Kung Fu, vous avez David Carradine qui marche. En fait, la série Kung Fu se passe au Texas. Je crois que ça se passe au Texas. En fait, il marche dans l'Ouest américain et ça a l'air d'être au Texas. Et vous avez des gros plans en fait de paysages où on le voit lui marcher en fait dans une sorte de désert. Et vous avez la même chose à un moment en fait où Black Mamba se retrouve à marcher en fait à El Paso, et vous avez le même type de plan. Donc je vous les ai mis là, et après c'est à vous de faire votre avis, hein. Vous me dites si je suis à côté de la plaque ou pas. Et donc comme je vous l'ai dit, le tout est aromatisé par une petite ambiance et une petite tension en fait dans les combats à la western spaghetti. La première chose est le combat en fait entre Oren Ishii, donc vous vous rappelez, dont le nom de code est Cottonmouth, contre Black Mamba. Donc ça se passe dans le volume 1. Et en fait, lors du combat, vous avez un gros plan, en fait, à un moment où le combat s'arrête, et en fait, je crois même que c'est juste avant en fait, que le combat commence. Vous avez un gros plan, en fait, sur toute la scène. Et donc vous voyez les deux personnages, et au premier plan, vous avez un abreuvoir, en fait, qui se remplit d'eau et qui arrête pas de faire poum, 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 comme ça, vous savez, vraiment, qui met de la lourdeur un peu.
Et ça fait énormément penser aux scènes de western, justement. J'ai cherché en fait des films où on voyait ce genre de scènes. J'ai pas trouvé dans Il était une fois dans l'Ouest, j'ai pas trouvé dans Le Bon et la Brute et le Truand, mais vous voyez ce genre d'ambiance que je veux dire, où vous avez des fois, pareil, la mode de paille, vous avez les deux duellistes et vous avez la mode de paille qui passe comme ça au ralenti avec le vent du désert. Donc voilà, et l'autre chose, c'est les gros plans en fait sur les visages des personnages juste avant un combat. C'est typique, c'est une caractéristique des westerns. Donc ici, je vous ai mis des images de Il était une fois dans l'Ouest pour vous montrer la comparaison. Vous avez un cheval pour moi? Eh ben, question chevaux. On est un peu juste, on s'excuse. J'en vois deux qui ne sont à personne. Il était une fois dans l'Ouest, donc réalisé par Sergio Leone. Hein. J'en ai parlé dans ma première vidéo. Si ça vous intéresse, allez checker. Donc j'ai fait sur le film Cinema Paradiso, qui est réalisé par Giuseppe Tornatore, qui est un contemporain de Sergio Leone. Donc allez checker. Et ensuite, donc, en plus de toute cette ambiance western spaghetti, vous avez toujours cette petite touche à la Tarantino. Donc Tarantino qui laisse toujours des messages cachés dans ses films. Il met des easter eggs, quoi d'autre. Il fait des crossovers, donc je vais vous présenter quelques crossovers et easter eggs que j'ai pu noter dans Kill Bill. Alors un crossover, qu'est-ce que c'est? Un crossover, c'est lorsque des personnages de deux réalisations distinctes, donc de deux films différents ou de séries différentes, se retrouvent dans une même œuvre. Donc là, j'en ai relevé deux. Le premier, c'est le shérif Edgar McGraw. Alors attendez juste 2 secondes. Quand je dis crossover, je ne parle pas des acteurs. Hein. Par exemple, vous avez Michael Madsen, donc, qui joue le rôle de Bud, qui se retrouve dans d'autres films de Tarantino comme Reservoir Dogs ou Les 8 salopards, Hateful Eight. Ici, je vous parlerai vraiment réellement du personnage en lui-même. Un peu comme Balzac, qui a créé des personnages et qu'on retrouve dans différentes œuvres en fait, qu'il a écrites. Donc ici, j'en ai noté 2. Le shérif Edgar McGraw, donc on retrouve dans des œuvres que Tarantino a réalisées ou alors qu'il a coproduit. Donc vous avez From Dusk Till Dawn, en français c'est Une nuit en enfer. Vous avez Boulevard de la mort, en anglais c'est Death Proof, si je ne me trompe pas. Et vous avez, donc dans quel autre il apparaît, Planète Terror. Voilà, donc ça c'est pour le premier. Alors un autre crossover que j'ai remarqué, c'est celui de Paula Schulz. Paula Schulz qui apparaît dans le film, en fait, c'est le nom qu'il y a sur une tombe. Cette tombe est vraiment importante dans le film, ceux qui l'ont vu comprennent pourquoi. Et en fait, Paula Schulz, donc ça peut être la référence au film The Wicked Dreams of Paula Schulz. Donc là pour le coup ça n'a rien à voir avec un crossover, c'est juste un autre film dont le nom du personnage apparaît dans le film. C'est une femme en fait qui se prépare pour les Jeux Olympiques lorsque l'Allemagne, en fait, quand il y avait le mur de Berlin et que l'Allemagne était séparée en deux, et elle traverse en fait l'Allemagne de l'Est vers l'Allemagne de l'Ouest, donc rien à voir, c'était juste pour votre culture générale. Ou alors, là où ça devient intéressant, c'est que ce nom apparaît, donc ce serait la femme du docteur Schultz dans Django. Django qui a aussi été réalisé par Tarantino. Donc le docteur Schultz, il est interprété par Christoph Waltz. Et donc ce serait sa femme. Et donc le film Django, l'histoire se passe, et la narration se passe en fait en 1858 au Texas. Et donc ça concorde, les deux événements concordent en fait entre les deux films, parce que la tombe en fait elle se trouve à El Paso au Texas. Et 1858, sachant que le film se passe 100 ou 150 ans plus tard, c'est possible que la tombe soit encore ici. Donc à part si quelqu'un l'a détruite, mais c'est fortement possible. Donc si c'est le cas, ce serait vraiment vraiment très fort de la part de Tarantino. Et donc concernant l'easter egg, donc celui que j'ai noté, donc un easter egg, qu'est-ce que c'est? Un easter egg, c'est un message caché dans un film ou dans un jeu vidéo. Alors ici, il s'agit d'une scène où vous avez le personnage Esteban Viallo, qui se trouve dans le volume 2 de Kill Bill, qui lit un livre dénommé Caravan of Kurrajong, si je ne me trompe pas, Caravan of Kurrajong de Jasmine Yuen. Et donc Jasmine Yuen, c'est qui? Jasmine Yuen, ce n'est autre en fait qu'une personne qui a effectué en fait le tournage du film. Donc c'est une sorte de remerciement et d'hommage de Tarantino à cette personne. Et je suis certain qu'il y a d'autres crossovers ou d'autres easter eggs ou messages cachés en fait de la part de Tarantino dans le film. Et si vous avez vu le film et que vous pensez en avoir trouvé, n'hésitez pas à les glisser en commentaire, ce serait vraiment vraiment top. Et pour conclure cette vidéo, je vous laisse avec ma citation préférée du film. J'adore cette citation parce que ça reflète énormément la culture asiatique, comme je vous ai expliqué dans le film.
Et il y a énormément de valeur et de morale en fait dans cette citation que j'adore énormément. Et ça retrace vraiment tout le film, parce qu'en fait tout le film c'est vraiment la vengeance d'une femme en fait, la vengeance de Uma Thurman. Et vous avez énormément d'intensité dans cette citation, vous allez voir pourquoi. C'est parti, je vous envoie ça. That woman deserves her revenge. And we deserve to die. She must suffer to her last breath. How did you find me? I'm the man. Alors avant de vous quitter, je vais vous laisser juste quelques tips, à mon avis ça va en aider certains d'entre vous. Donc la première chose, je vous mets les liens dans la description pour les films en VO et en VF, donc les liens où trouver les films, donc du volume 1 et du volume 2. La deuxième chose, si vous regardez sur Netflix, Kill Bill est valable en France, mais si vous n'êtes pas situé en France comme moi, vous ne pouvez pas avoir accès en fait à ces films. Donc moi en fait ce que je fais, c'est que j'utilise un VPN qui s'appelle Ola VPN, donc qui est totalement gratuit, qui a été fait par Google si je me trompe pas. C'est juste une extension en fait dans votre navigateur sous Chrome, et en fait ça vous permet de vous connecter avec votre compte Netflix à tous les pays du monde, et donc de regarder des films qui sont inédits dans votre pays. Donc c'est génial, on m'a donné l'information il n'y a pas longtemps. Donc voilà, donc je vous mets le lien dans la description pour télécharger Ola VPN si ça vous intéresse. Et sinon à part ça, likez la vidéo, partagez, continuez d'en parler, et franchement merci pour tous vos conseils, et passez une excellente journée. Un personnage clé du film, non, on recommence. Alors un personnage clé du film est Hattori Hanzo. Non, on recommence. Alors un personnage clé du film est Hattori Hanzo. On recommence.